Bon, on est dimanche, je sais, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et je sais pas toi, mais qu'est-ce qui m'ont cassé les couilles les marchés cette semaine? Tu mets un bip à quoi? Oups, trop tard. Pardon, mais j'essaie de comprendre. Il y a 2 semaines, on nous saoule. On va bientôt plus avoir les moyens d'acheter des pâtes. Inflation. Ça nous coûte 150 balles pour aller faire le plein et aller promener mémé. 120 $ le baril. On va même payer pour emprunter. Qui a décidé ça? Hausse des taux. Et je passe la récession à venir qu'ils disent la stagflation, les sanctions et les cryptos. Tiens, j'en parle même pas. Ah, on va les arrêter parce que ça pollue, ça blanchit l'argent des méchants. 45 000 $ le bitcoin. Et ben le marché, il se dit, tu sais quoi, ils sont trop intelligents, alors on va faire l'inverse. Je sais, tu vas me dire, cherche pas à comprendre. Eh ben si, on va le faire, et en plus avec le sourire, et sans forcer. Les seuls chiffres de la semaine que nous avons eu cette semaine, c'était les PMI, sondage réalisé auprès des directeurs d'achat. Sur le mois de mars, ils sont carrément mieux que ce que les marchés avaient anticipé. Les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis, elles sont moins fortes que prévu. Les commandes de biens durables aux États-Unis sont inférieures aux attentes. On s'en fout de ça. Donc voilà la première raison, que des bonnes nouvelles. On va pas se le cacher, ce qui occupe le marché, c'est... Moi je sais, ce qui est important, ce qui va tous nous tuer, c'est la loi Mika. Ça va tuer toutes les crypto-monnaies, c'est ça, l'actu du moment, c'est moi qui sais. Non, c'est la géopolitique. Si la Russie utilise des armes chimiques, l'OTAN répliquera. Enfin, répondra. Enfin, brainstormera. Enfin... Avec de nouvelles sanctions annoncées par les États-Unis et la Grande-Bretagne, le G7 se réunit pour exclure ou non la Russie du G20. Ça monte d'un niveau. Tu sens la tension là. Parce que jusqu'à présent... Ah mais c'est complètement évident ce qu'il faut faire. Faut les sortir de l'Eurovision. Et ça va les toucher en plein cœur. Au sommet de l'Union Européenne, on se pose la question de poser un embargo sur les matières premières. Embargo sur le pétrole, c'est plausible. Sur le gaz, moins. Les États-Unis vont livrer 15 milliards de mètres cubes à l'Europe en plus pour réduire la dépendance aux énergies fossiles russes. Eh ben, figure-toi qu'en 2021, l'Europe a consommé 400 milliards de mètres cubes de gaz. 45% provient de la Russie, ce qui nous donne 150 milliards de mètres cubes. Mais c'est déjà ça, Joe. Et c'est à ce moment-là qu'on va se retrousser les manches. Pourquoi tout monte? Déjà, mesurons nos propos, ça monte. La perf de la semaine sur le CAC et le DAX, c'est pas la fête du slip non plus. Le Nasdaq s'est emballé avec cette inversion de courbe des taux. On parle de récession d'ici 2 ans. Non, c'est pas une blague. Donc, on achète quoi? Récession dans 2 ans, on achète quoi? Les valeurs qui sont capables de faire de la croissance, même en période de récession. Et de qui on parle? Si tu veux, moi j'ai des super plans à Moscou. On parle des GAFAM. On va continuer à faire toujours autant de recherches sur Google avec son iPhone ou son PC Microsoft en commandant sur Amazon. Apple est en mode fusée ATH comme Google Alphabet de sa maison mère. On a aussi les régimes de retraite américains à prestations définies. D'après JP Morgan, on aura un rééquilibrage d'ici la fin du mois, donc du trimestre. 230 milliards de dollars qui vont passer des obligations aux actions pour que les portefeuilles atteignent leur objectif de rendement à long terme. Le gouvernement Pension Investment Fund du Japon, accessoirement le plus grand fonds de retraite au monde, pourrait en transférer 40 milliards de dollars. Le fonds pétrolier norvégien, 1300 milliards de dollars, plus grand investisseur souverain au monde, 22 milliards de dollars il pourrait transférer. En plus, on a 24 milliards de dollars de flux entrants de fonds communs de placement. Résumons, les obligations s'effondrent, on a trop de fric. Je possède des thunes. Alors on va sur le marché des actions. Pourquoi le pétrole monte? Principalement lié aux sanctions envers la Russie, et tout le monde y va de sa touche. 175 $ d'ici cet été, 250 $ pour certains. Ah, ces analystes... Jamais d'accord. Là où je suis d'accord, et tu le sais, j'en ai parlé dimanche dernier dans le débrief hebdo et on l'a travaillé à l'achat à plusieurs reprises sur IVT, la pression sur le pétrole va durer. Et pourquoi ils relancent pas le schiste? Parce qu'il faut entre 12 et 18 mois pour augmenter la production de brut. Et vu que les contrats à terme à échéance 2023 cotent 80 $, ça donne financièrement pas envie d'ouvrir les vannes. Donc maintenant, le seul moyen pour faire baisser les prix du pétrole, c'est une destruction de la demande globale.
un ras-le-bol général. Si c'est comme ça, moi j'y vais plus en bagnole, je m'en fous. Moi j'utilise la trottinette. Allez, qui c'est qui me suit? Et la demande va pas s'effondrer du jour au lendemain, ça va donc rester soutenu. Les taux montent aussi. Le 10 ans aux États-Unis s'emballe au-delà des 2,4%, donc le prix des obligations baisse et ça favorise le marché des actions. Cette hausse des taux prévue par la Fed cette année contre 3 seulement il y a un mois. 5,5 milliards de dollars pour une gigafactory en Allemagne. Production annuelle prévue 500 000 véhicules. L'action Tesla est toujours au top. To the moon. En tout cas pas loin. Sur la stratégie à adopter, je n'ai toujours pas changé de fusil d'épaule. Tu le sais au travers notamment de mon carnet de bord diffusé sur IVT depuis lundi. Certes, le Nasdaq a transpercé les fameux 14 400 points. Tant qu'on n'a pas de breakout baissier daily, il n'y a pas de signal de faiblesse. Et vu toutes les raisons évoquées précédemment, ça donne pas vraiment envie de se mettre en face pour le moment. Peut-être même plutôt de l'accompagner. Le SP500, où il y a grosso modo un tiers de techno dedans, essaye de suivre avec un peu de mal. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué, avec le CAC qui n'arrive pas à passer cette fameuse zone de résistance des 6650 points. Le DAX, même chose, sous 4500 points. 15% de hausse sur ces deux indices depuis les plus bas, alors que les fondamentaux n'ont absolument pas bougé depuis 2 semaines. L'indice IBEX espagnol échoue sur sa MM50 daily ici en rouge. Le Nikkei, lui, s'enflamme comme jamais et il réintègre, tu te souviens, ce fameux range dans lequel il évoluait où je travaillais à l'achat à la bande basse. Pour être poli, c'était plutôt dispersé. Et j'avoue, pour être tout à fait sincère, que j'ai eu du mal cette semaine sur les indices. Déjà parce que chaque indice a décidé de faire sa vie et j'aime bien avoir une vision à 360 degrés. Il y a une lessiveuse qui continue avec soit une force plutôt acheteuse, soit une force plutôt vendeuse, selon les indices. Mais sans vraiment de relais d'un jour à l'autre. Et même avec un peu d'expérience en essayant d'être le plus objectif possible, tu vends, ça tient, tu payes, ça part pas et ça fatigue. Après avoir été optimiste en travaillant à l'achat les marchés, j'arrive pas aujourd'hui avec tout ce qui se passe à continuer à être optimiste au point d'entrer à l'achat maintenant. Après 15% de hausse sur les indices européens, 7% aux États-Unis, pas ici, pas maintenant. Je parle en swing, pas en intraday, donc sur plusieurs jours. Et si on est déjà à l'achat et qu'on laisse courir une partie de position, ok. Mais appuyer maintenant en mode ça va to the moon avec tout ce qu'on a vu avant, no way. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Personne nous oblige à avoir raison, c'est pas l'objectif. C'est déterminer à quel moment est-ce que le prix est une opportunité. Est-ce qu'il y a un flux de marché qu'on peut accompagner? Est-ce que selon nous, les planètes sont alignées? Et si on n'est pas à l'aise avec ce qui se passe, que ce soit fondamental, technique ou qu'il y a trop de volatilité, finalement on n'arrive pas à gérer. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que dans ces moments-là, on réduit les tailles de ses positions avec cette volatilité pour pouvoir augmenter les niveaux d'invalidation. Ça évite accessoirement de se faire sécher toutes les 5 minutes. Et surtout, pas de trading en UT 1 minute. Parce que toutes les 3 minutes, c'est il y a une news, il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Donc, si on n'est pas à l'aise, on n'a pas d'obligation de cliquer sur le bouton de la souris. Qu'est-ce qui nous empêche dans ces moments-là de prendre du temps pour nous ou juste de laisser courir les positions qui sont déjà ouvertes? Les plans qui nous semblent les plus logiques. Cette semaine, j'ai quasiment pas fait d'indice. J'ai fait du pétrole, du GBP yen, je garde l'euro-dollar et plein d'autres trucs à faire sur les cryptos. Parfois, c'est plus simple de continuer à travailler avec ce qui fonctionne ou de laisser courir ce qu'on a déjà que de prendre le risque et d'essayer d'avoir raison sur une nouvelle chose, une nouvelle classe d'actifs, une nouvelle unité de temps. Bref, prendre le risque de prendre une nouvelle décision. En tout cas, je suis plus dans cette optique-là en ce moment sur les indices. La pression sur le pétrole va durer, alors je vais continuer à travailler à l'achat. L'or, l'argent, haussier, oui, mais ça reste poussif. C'est pas le timing idéal, plutôt l'acheter sur repli, en tout cas c'est ma stratégie. L'euro-dollar, on est toujours dans un timing plutôt acheteur dans cette grosse zone mensuelle, même si cette semaine, il a pas trop bougé. Je l'espère, la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus instructif, déjà d'un point de vue technique, mais également fondamental, parce qu'il y a beaucoup d'événements. On attend notamment l'emploi mensuel aux États-Unis. Eh ben ça y est, on y est sur les hauts de range, notamment sur la capitalisation totale si on en exclut le Bitcoin et l'Ethereum. Le Bitcoin est à 45 000 $, l'Ether à 3 200 $. Et dire qu'il y a une semaine, ça balançait à tout va, ça y est, les cryptos, c'est fini, c'est la mort du Bitcoin, de l'Ethereum avec la loi MiCA. Depuis, la Russie n'accepte plus le paiement en dollars et en euros pour acheter du gaz et du pétrole. Mais pour les copains, on peut payer avec la monnaie locale ou éventuellement avec le Bitcoin.
Bitcoin. C'était une semaine bien verte sur les cryptos, alors que ça semblait complètement endormi depuis 3 mois. Hein. Ça y est, plus rien se passait. Plus jamais. Eh ben, ça fait plaisir. Franchement, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant, beaucoup plus construit, beaucoup plus paisible sur le marché des crypto-monnaies que sur les marchés traditionnels. Il y avait moyen de s'arracher les cheveux. Finalement, on s'y plaît bien, je trouve, sur les cryptos. Et plutôt que de me répéter, si tu veux avoir le point crypto en détail, j'ai déjà fait une vidéo il y a 3 jours à ce sujet. Elle s'affiche par là ou là ou là ou là. Merci d'ailleurs à ceux qui l'ont déjà vu. Vous avez encore éclaté tous les pouces. Alors, avant de partir, je te propose, on remet ça. Merci infiniment de votre fidélité et surtout, un très bon dimanche ensoleillé à vous tous. Ah bah alors, on l'a fait avec le sourire cette vidéo. Ah oui, j'ai oublié le fameux ciao.